Bonsoir à tous et bienvenue. Alors je le fais rarement, mais allez, petite analyse d'après-match sur ce Monaco-PSG. Alors moi je le regarde de manière totalement neutre et je trouvais que c'était un match très sympa. Pas mal d'occasions, de rebondissements. Alors il y a eu un temps faible à un moment donné dans la deuxième période, une dizaine ou quinzaine de minutes. Mais globalement du pressing, des idées de jeu. Et moi j'ai trouvé ça intéressant, donc c'est une bonne pub pour la Ligue 1. Déjà ça à l'étranger, de voir deux équipes quand même globalement assez compétitives, même si il est vrai que Monaco affichait des limites qu'on a déjà vues cette année, qu'on a notamment pu voir en Ligue des Champions. Donc le score n'est pas tellement étonnant, 2-1. Vous allez me dire, ça aurait pu faire plus pour Paris, d'accord, mais bon, faut encore mettre les occasions. Mais je vais insister sur 2 points sur cette petite vidéo, on va retrouver le tableau magique. La première, c'est l'importance de la profondeur et d'espérer une équipe. Alors, on a vu Monaco, et ça j'ai bien aimé, avec ce schéma un peu neuf, hein, c'est pas leur habituel non plus, avec cette idée de presser très haut. Et d'ailleurs, quand je vois la débauche d'énergie d'un Falcao qu'on cantonne bien souvent à un buteur de surface, je trouvais que c'était intéressant, même Moutinho qui parfois jaillissait, alors parfois un peu en retard, mais bon, il y avait de l'idée. Mais quand même, globalement, on a vu une petite modification dans le jeu du PSG. Alors, je ne sais pas si c'est voulu, mais il me semble que oui. Et je vais vous l'expliquer. Alors, là, on a les 3 centraux à Monaco, d'accord ? En théorie, Cavani, donc on en a reparlé avec Unai Emery, avec son adjoint Juan Carlos Carcedo, doit normalement se placer entre les 3. Afin, comment expliquer ? Comment expliquer ? Voilà, entre les 3 et de faire donc des courses par là, etc. Ce qui implique, admettons, si Cavani part par là, s'il n'y a pas une bonne communication entre les deux, déjà il y a un temps de latence, et surtout si, admettons, il part là, ça va laisser sans doute que les deux vont y aller, parce qu'il faut couvrir toujours. Ce qui peut permettre ensuite aux autres de s'infiltrer en même temps pour les centres, etc. Mais là aujourd'hui on a vu Cavani un peu plus bas. De temps en temps, on l'a vu revenir par là. Et d'ailleurs c'est assez étonnant parce qu'on l'a vu avec une certaine, même je trouve, adresse, même plus qu'une grande adresse, dans certaines déviations et orientations de jeu. Et dans le même temps, on a vu un Neymar, bon comme d'habitude très libre, et on l'a vu presque en meneur de jeu bien souvent, comme on avait d'ailleurs pu le voir face au Celtic. Avec des fois, je sais pas si vous avez fait gaffe face au Celtic, mais je sais que c'est une des phases de jeu travaillées sur attaque placée, c'est-à-dire on passe en 4-4-2 losange avec Mbappé et Cavani en pointe. Vous avez dû remarquer que Cavani souvent va un peu à gauche, mais pas non plus au fond de la ligne, et Mbappé revient. Et on met Neymar là, et ça fait une espèce de 4-4-2 avec les 2 latéraux qui montent. Mais bref, aujourd'hui il y avait un peu de côté différent, il y avait ce côté Cavani qui revenait un peu, ce qui fait que là, il s'était un peu emmerdé, et souvent il suivait Cavani, et ce qui faisait quoi ? Avec Alves, qui souvent traînait par là, un peu intérieur ou très très haut, et également à Mbappé. Et Mbappé, là c'était vraiment l'idée, ça s'est vu comme dans le match à Angers, si je dis pas de bêtises, de chercher à aspirer la profondeur par ici. Pourquoi ? Parce que vous jouez à 5 derrière. Donc là, c'est... comment il s'appelle ? Jorge. Je le dis à l'espagnol, mais vous m'avez compris. Le latéral monégasque, d'accord, qui bon, a été un peu emmerdé, on l'a vu ici et là. Et là, t'as aussi Ragui. Moralité, Mbappé. Là, il a un avantage de vitesse colossal. Et surtout, si tu arrives à aspirer la défense et à faire sortir un peu les 3 centraux, notamment le mec du milieu, ça permet de créer un vrai trou de l'autre côté et d'orienter avec un Neymar qu'on a vu distributeur dès la première minute de jeu, et également un Alves qui peut distribuer. Donc là, j'ai trouvé que c'était très intéressant, cette recherche de la profondeur par Mbappé qui part en diagonale de son côté droit, et ça lui donne 2 options. Soit il continue, comme on l'a vu notamment en seconde période, et il attaque directement comme ça, à 45, soit il va carrément se placer entre les 2 centraux là, et aller la recevoir de l'autre côté. Donc ça donne diverses options. Et justement l'idée de Cavani qui descend un peu et Neymar en distributeur, et on l'a vu d'ailleurs depuis les 2 derniers matchs, on a vu un Neymar excellent, même brillantissime dans la gestion des passes, notamment en profondeur. Alors ça c'était le premier point, et en deuxième période, quand Monaco s'est quand même adapté, a tenté encore d'aller un peu plus haut, d'augmenter, de hausser le niveau même d'intensité, d'agressivité je dirais, avec également les changements de Jardim, alors là forcément ça a laissé des boulevards à Paris en contre. Et ça c'est le deuxième point que je voulais aborder sur le côté parisien, c'est la gestion des temps faibles. L'année dernière, dans les temps faibles, c'était panique à bord, et vraiment, on perdait la balle très tôt sur le pressing, ça s'engueulait, etc. Là, il y a eu parfois quelques pertes de balles sur le pressing, ce qui peut arriver, bravo à Monaco par exemple, et peut-être un Verratti un peu moins souverain, même si je l'ai trouvé très honnête évidemment. Mais là, ce qu'on a trouvé, c'est un Paris qui a donc changé sa manière de jouer pendant une quinzaine-vingtaine de minutes, et qui a distillé en compte avec un Draxler
qui pouvait claquer les passes. On a même vu sur la fin Pastore qu'on a claqué nos deux très très bien. Mbappé est hors jeu sur une, mais vraiment dans l'idée c'était fixé et je la donne aussi vite que je peux. Et là, alors ok, il y a eu des poteaux, il y a eu à un moment donné Cavani, il y a eu la tête, il y a eu Mbappé, il y a eu Neymar aussi qui met sur le poteau. Mais ce qui est intéressant, c'est d'une bonne gestion du temps faible, parce que Monaco n'a pas eu au final d'occasion franche. Et la deuxième chose, c'est que ça n'a pas paniqué, et ça a créé du jeu en contre. Et l'équipe était, vous allez me dire, un peu coupée en deux. En même temps, quand c'était attaque-défense, c'est logique. Mais, et c'est contrairement à ce qui s'était passé à Marseille, à Dijon et à Anderlecht. Non, c'était à Dijon aussi? Moi j'ai un doute. Mais bref, là, cette fois, ils ont joué ensemble. Ils ont voulu se passer la balle, des fois même trop. Et je me dis, cette attitude-là, notamment dans un temps faible, elle peut t'emmener à aller plus loin. Alors peut-être qu'à la fin, il y a eu quelques frayeurs du côté du PSG, parce que voilà, t'as ce but de Moutinho qui arrive un peu au milieu de nulle part sur ce coup franc. Mais déjà, bravo à Monaco, et quand même, globalement, Paris était là pour gagner. Ils ont gagné 2-1, ils ont quand même créé beaucoup de situations franches, et notamment beaucoup de situations de 1, de 1, de 3, 4. On est en train de voir tout ce jeu de position se mettre avec cette idée de je passe, je bouge, je passe, je bouge, et j'ai un mec qui compense derrière moi. Et j'avais été assez inquiet après le match contre Marseille, où je voyais de l'individualisme, où je voyais une équipe coupée. Là, j'ai pas vu ça. Là, j'ai vu de la fatigue en fin de match, réellement. Pendant la dernière demi-heure, je les ai vus tirer la langue. J'étais étonné qu'Unai ne fasse pas de changement avant. Mais quand même, je vois une véritable idée collective, je vois une équipe évolutive, et ça, c'est très intéressant. Alors maintenant, côté Monaco, alors je suis pas expert du jeu monégasque, mais deux choses aussi. La première, c'est Falcao. Moi, je vois Falcao se mouvoir, etc. Falcao, Baldé. Alors Baldé a tenté. Souvent, c'était un peu individualiste. Mais il y avait cette idée, peut-être, de Jardim qui était intéressante. C'était de jouer le 1 contre 1, notamment sur Thiago Silva. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Baldé attaquait toujours l'espace. Et là, donc, on a Marquinhos et Silva. Et c'est vrai que quand tu presses haut, parfois, ou même quand tu récupères la balle, tu as Rabiot quand même qui est là, qui déserte un peu sa zone tout de suite. Alors peut-être qu'il peut être compensé, mais c'est vrai que là, le fait d'avoir gardé les deux mecs très hauts, je pense qu'il y avait la volonté d'exploiter l'espace que Rabiot parfois peut délaisser de par son rôle, on va dire, de 6, un peu différent de Mota, collé à la défense. Alors ça, c'est la première chose. Mais Baldé était quand même vachement maladroit, j'ai trouvé. Falcao a pas tout réussi, mais j'ai trouvé quand même qu'il a cette frappe en fin de match après un bon enchaînement. C'est quand même dommage qu'on n'arrive pas à mieux le servir par des centres, parce que son jeu de tête quand même, il est incroyable, ses déplacements dans la surface. Donc je pense que pour Monaco, l'important dans les prochaines semaines, ça va être de retrouver du jeu par les côtés efficace. Alors là, on a vu le retour de CDB sur la fin de match. Sur les prochaines semaines, ça va aider sur le côté droit, d'accord, mais ça manque quand même. Ça manque de la manière de distribuer pour un attaquant qui se nourrit quand même, notamment de centre, et surtout, parfois c'était un peu empaqué dans le milieu, quoi. Et on a Moutinho que j'ai trouvé parfois intéressant dans sa capacité, on le sait, à la donner simplement. C'est pas le mec qui va révolutionner le jeu, mais si ça bouge devant lui, ça va aider. Et lui, la première chose qu'il regarde, c'est sur les côtés. C'est vrai qu'on va dire des fois il abuse un peu des passes latérales, mais en deuxième période, notamment avec l'entrée de Sidibé, il a fait 2-3 passes intéressantes, même à Guézal. Bon, après Guézal a fait toujours sa spéciale, je m'empale sur l'adversaire en allant sur mon pied gauche à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'offensivement c'était un peu pauvre quand même Monaco, parce qu'il manque cette animation sur les côtés, mais en même temps le pauvre Jardim et même le pauvre effectif, quand tu vois les départs et les arrivées, 1 ça met du temps, 2 c'est encore une équipe très jeune, et 3 la qualité forcément a quand même un peu chuté. Autre chose sur Monaco qui m'a un peu étonné quand même, c'est au niveau défensif, j'ai trouvé que les 3 centraux, donc on va reprendre de l'autre côté, n'avaient pas du tout d'alignement. Alors, ni l'alignement, et j'ai l'impression que la communication... Alors, c'est vrai, après, c'est peut-être le jeu de Paris qui a créé des déséquilibres. Néanmoins, je trouve que défensivement, Monaco, notamment dans la gestion de la profondeur, il y a un souci. Alors, c'est peut-être un peu la vitesse, on l'a vu notamment avec Ragui, peut-être un peu avec Gilk. Mais c'est également, et c'est peut-être ma théorie, que le milieu, parfois, ne protège pas assez bien, et notamment sur les côtés. Alors, vous allez me dire, dans un schéma comme ça, c'est pas forcément évident, parce que t'as le mec sur le côté, ok, d'accord. Mais j'ai trouvé que le premier rideau sur les côtés se faisait trop avoir, parce que Paris parfois galérait un peu sur le pressing, hein. Pressing de Monaco parfois très intéressant, et on a souvent vu Alves changer de jeu de l'autre côté. Et là, quand il a changé le jeu, parce qu'en même temps, en plus c'est pas une transversale en cloche, c'est rapide, clac, ça faisait un vrai décalage, et après je trouvais que ça coulissait un peu moins. Donc voilà, hein, cette analyse vaut ce qu'elle vaut, j'ai juste vu le match en live, donc
Pour ceux qui s'intéressent à davantage de jeux tactiques et autres, je vous conseille Florent Tenussi et son programme, donc Chronique Tactique, et également Au vu du banc podcast. Je vous mettrai les liens dans la description. Je pense que eux reviendront sur le match et en parleront sans doute plus en détail que moi. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée.